on est bien il fait content beau. de pas être en ville. Ouais, À la non, mais ça tienne, va, hein. là, c'est cool. Ah bah oui, à la tienne. Hop. D'ailleurs, au passage, on a regardé aujourd'hui pour être expert Notion comment ça se passait. Ça nous C'est a pas fait évident, hein. Ouais, ouais, ça a l'air d'être sympa le parcours qu'ils ont fait. Ah ouais, c'est cool. Après, c'est assez fermé. Ouais, Mais c'est pas mais mal, ouais, ce qu'ils ont fait. Ils prennent ça très, très au sérieux en même temps. ils ont bien raison. Ouais, il On y va avait une en vingtaine parler, de hein. consultants. T'as vu, on a pas mal de monde, hein. Ouais, c'est cool. J'ai vu que sur l'événement LinkedIn, il y avait 400 participants. On va voir ce que Ouais. ça donne. Ah, j'essaie de faire du growth sur LinkedIn. Ah, j'ai vu ça, putain. Ah, je suis sale. Sur LinkedIn, je suis vraiment sale. Par contre, on va voir après le taux d'engagement. C'est ce qui m'intéresse aussi, là. Je suis Ouais, en il train va de un peu. mesurer, en fait, j'ai testé plein de trucs. Et là, là, c'est l'ultime. J'ai combiné tout ce qui marchait. Et du coup, on arrive à 400. On va voir combien qu'il y en a qui arrivent en présentiel. Allez, Moi, je parie qu'il y en a 80 personnes en présentiel. c'est déjà pas mal, hein. Je pense que c'est déjà noble pour une boîte du Pays Basque. Un peu start-up quand même, hein. Ouais, un peu start-up. Tu l'auras Ça marche de partout, tu sais. Il n'y a plus de frontières. plus de frontières. Puis maintenant, il vaut mieux être ici qu'à Paris, hein. Ouais, c'est clair. Putain. Je t'ai dit, nous, on a ouvert un bureau à Biarritz. Ah ouais, je sais. Putain, il faut que je rencontre tes gars d'ailleurs. Faut que j'aille les voir. Ouais, absolument. Ouais, Ça, c'est cool. faut que tu pingues Alex. Tu fais du surf? Ouais, vite fait. Moi, je suis une noob. Ouais, bah, lui, il est pas trop mauvais, il paraît. Ah, J'ai pas encore vu tu surfer. connais PA alors. Peut-être PA qui est aussi là, je crois. Il est dans le col. C'est un de mes associés. Eh, salut. Voilà. Et je pense que ouais, il y a moyen qu'ils se connaissent. On sait pas. Après, le monde est plus grand que. Ah, le monde est petit. Tu le connais, PA? Ah, non. J'ai pas l'impression. Ah, faut aller ok. surfer ensemble. Il faut aller faire une session, il faut se rencontrer, ça va être très, très Attends. cool. Je vais lui dire de venir s'il est pas trop occupé. C'est les meilleurs deals qui se créent dans l'eau. Ouais. Tout libre. Yes. Alors, attends. Là, Pierre Alain, il est en train de rentrer des Landes. Là, il était en mission dans les Landes aujourd'hui. Le pauvre. Non, un peu de voiture quand même. Bon, ça arrive Sympa, toujours. mais il n'y a pas de réseau, quoi. On est combien, hein? On est déjà 40. Bon, je parie sur le double. Ouais. Non. Ouais. C'est juste que tu vois pas tout le monde. Le problème, c'est ça. Ah bah ouais. On va bientôt changer de solution. Là, on a bootstrappé à mort. Ah bah ouais, vous êtes frappé à mort. Les webinaires sur Hangout, c'est c'est le premier niveau. Mec, c'est le premier niveau, hein, mais c'est un niveau qui marche pas trop mal en vrai. Au moins, t'as la robustesse de la solution, quoi. Normalement, Google, Ouais. tu peux faire confiance. C'est vrai. Avant de passer sur j'ai Livestorm. perdu, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a de l'interaction et quand je vois les gens. Je sais pas si tu kiffes ça, mais Ouais, en vrai, cool. je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir voir la tête de tout le monde et de naviguer un peu. Et c'est pour ça que je préférais ne pas désactiver les cams et rester comme ça dans un cadre où on peut se poser des questions, on peut interagir un peu. Alors c'est sûr, si on monte à 80, comme je pense que ça va être le cas, c'est toujours un peu plus complexe. Mais en fin de session, ça se fait, tu vois. C'est quand les gens commencent à se décanter et au pire, il y a le chat. Donc ça va être fun. Bah ouais, c'est nickel. On va commencer, on attend 3 minutes de plus. À 8, on commence. Et puis les retardataires, et puis on les acceptera au fur et à mesure. Je sais que l'horaire en ce moment est pas... Enfin, il est un peu mieux qu'il y a 2 semaines, quand il y avait le couvre-feu à 18h. Mais bon, quand même, je sais qu'il est quand même encore un peu tendu, l'horaire. Pour le moment, on laisse comme ça de notre côté. En tout cas, il y a quand même du monde, donc on va pas trop changer, je pense, pour le moment. T'as déjà fait sandwich, toi? Sandwich avec Benoît. avec Shubham? Avec Benoît et Shubham, ouais. Ouais. Ouais, on a fait quelques vidéos avec Shubham. On prépare des chouettes trucs en plus là. Avec Notion facile? Avec notamment autour de Notion, on va bien se marrer avec Shubham. On vous tiendra au courant de tout ça, mais J'ai fait un clubhouse avec lui il y a pas longtemps. Hein. C'était ça va sympa. faire mal.
Ah, c'est sympa aussi, Clubhouse, ouais, c'est un bon format. Ouais, mais je me fais plus chier sur Clubhouse parce que j'ai pas. Moi, j'adore montrer les outils, tu sais, partager mon écran, montrer un peu du concret. Et là, ça manque de ouf, juste de l'oral. Et des fois, quand on est trop nombreux dans une room sur Clubhouse, c'est un peu chiant. Ah ouais, faut limiter, hein. Parce que sinon, c'est l'enfer. Quand tu commences à laisser rentrer 40 personnes qui racontent leur vie, de ouf. C'est chaud. Vraiment, il peut y avoir des rooms sympas comme ça, hein, quand tu t'ennuies, ouais, why not, mais tu perds un peu après en expertise, quoi. Ouais, carrément. Bon, allez, encore 2 minutes et on se lance. On va commencer doucement à se présenter vite fait. Bon, déjà, bienvenue à tout le monde. S'il y en a qui connaissent pas, qui nous connaissent pas ni à moi ni à Jérémy, on va se présenter un peu en perso et on va présenter chacun nos boîtes. Jérémy, tranquillou. Allez, let's go. Donc, bon, là, c'est un petit webinaire Conquistador qu'on fait du coup tous les jeudis après-midi sur plein de thématiques différentes. On a fait venir Benjamin Bianchet, directeur général de Litchi. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui est cagnotte en ligne, tout ça. On a fait venir, on a parlé du X, on a parlé la semaine dernière comment bien démissionner de sa boîte, un sujet qui fâche, mais il y a vraiment plein d'astuces sympas. Donc, on essaie de faire des sujets tech, start-up et puis entrepreneuriat. Et nous, Conquistador, du coup, c'est l'école des métiers start-up du Pays Basque. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les gens à lancer des boîtes avec un programme de 6 mois. On aura l'occasion d'en reparler. Et après, on aide tout ce qui est PME, tout ça, à se digitaliser, mais sur des formations, uniquement de la formation. On ne fait pas de prestat, sur des verticales comme prospection B2B, tout ce qui va être les réseaux sociaux aussi, les ads, tout ce qui est un peu relié au monde startup et avec des outils un peu de hacker. Et du coup, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jérémy lors d'un call il y a 2-3 semaines. Je le connaissais déjà d'avant, mais j'avais pas capté que c'était lui pendant le call. Ouais. Et du coup, Jérémy, c'est un petit as de Notion. Vous allez voir, c'est un super outil. On va s'en inspirer on va passer dessus un peu pour regarder un peu tout ce qu'on peut faire avec Notion et à quel point c'est puissant, et notamment en termes de culture de boîte, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi une culture de boîte et tout, qu'est-ce que ça nous apporte et comment le processer. Et Jérémy, il a une boîte aussi qui s'appelle The Toolbox. Et je te laisse la pitcher à la limite, Jérémy. Comme ça, tu vas mieux le faire que moi, c'est obligé. Ça marche. Cool. Bah écoute, merci pour l'intro et puis merci d'avoir organisé ce webinaire. Je suis super content d'être avec vous. Donc pour la faire courte, nous, notre mission chez The Toolbox, c'est de faire des PME françaises les plus efficaces du monde. Et donc, alors, je vais donner une seconde. J'ai un... Ouf, ça sonne. Je vais couper ça. Hop. Les clients qui nous appellent. Voilà, je coupe tout. Voilà, on sera plus dérangé. Donc l'idée, c'est de faire des PME françaises les plus efficaces du monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On construit des outils numériques. Et donc, on construit des outils sur mesure sur base de solutions existantes. Donc, on prend des outils qui existent déjà, on les connecte entre eux et on construit des solutions sur mesure pour les PME traditionnelles. Et donc, on va surtout bosser avec des business traditionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément d'équipe tech, et aussi que c'est des types de business qui existaient avant l'invention d'Internet, quoi. Donc, on va travailler avec des boîtes qui font de la construction, avec des boîtes qui font de la distribution de produits traditionnels, des boîtes qui peuvent être dans plein de secteurs différents. On est assez agnostique à ce niveau-là, mais surtout des boîtes traditionnelles. Et donc aujourd'hui, on a une belle petite équipe. On est bientôt une dizaine. On rassemble aussi une communauté d'experts no-code et low-code. On a d'ailleurs monté une communauté qui s'appelle No-Code France, que certains d'entre vous suivent peut-être ou connaissent, qui est la plus grande communauté. Qui est la plus grande communauté no-code du monde aujourd'hui, avec plus de 3000 personnes qui s'entraident sur le sujet du no-code et des outils numériques. Et du coup, personnellement, moi, je suis un énorme fan de tools et tout a commencé par là. J'adore les logiciels. À la base, moi, j'ai étudié le UX, donc comment on design et comment est-ce qu'on construit un produit. Du coup, je me suis intéressé à pas mal de tools et certifié sur certains tools, dont Notion et Zapier. Et du coup, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser Notion et comment est-ce que ça peut s'adapter à la culture d'entreprise
Et c'est un sujet qui est assez fort parce que aujourd'hui, surtout à distance, avec le confinement, avec le télétravail, entretenir la culture de sa boîte, la construire, c'est très compliqué. Et Notion, c'est un outil qui peut être extrêmement utile dans cette entreprise-là. Ouais. Et donc, voilà. Je te propose qu'on un échange, nous, on prépare jamais rien chez Conquistador dans ce type de format. On n'est pas trop slide, en tout cas de notre côté. Et on aime bien créer un peu de débat et vraiment essayer d'interagir au maximum. Et après, forcément, partager l'écran sur des outils. Donc, je sais que tu as des trucs sûrement beaucoup plus lourds que ce que j'ai de mon côté sur Notion, tu vois. Moi, je débute Notion en vrai, même si j'ai quand même un peu touché de mon côté pour me faire ce qu'on appelle le backlog growth, tu vois. Enfin, on va dire la zone de growth hacker où on fait de l'idéation sur les différents axes de croissance de l'entreprise. Je partagerai aussi ce que j'ai fait de mon côté. Et nous, quand même, sur Notion, on a Pierre-Alain qui est dans le call, d'ailleurs, ici, qui conduit en voiture. Big up à lui. Et avec Franck, ils ont fait sur Notion un SaaS, donc un software as a service, avec des outils aussi no-code assez intéressants. Donc, j'aurai l'occasion rapidement d'en parler. Mais d'abord, on va parler de culture d'entreprise et qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est aussi puissant. Dans le monde startup, à mon sens, c'est l'une des composantes essentielles à avoir une boîte saine et à avoir une boîte qui peut scale aussi en faisant de la rétention de talent. Donc, je te propose qu'on échange d'abord là-dessus sur la partie vraiment culture de boîte. Moi, j'ai préparé, tu vois, j'ai préparé juste un petit truc sur la boîte, c'est comment en fait la culture d'entreprise elle crée réellement une chaîne de valeur en fait. Et moi j'ai essayé ce matin, je me suis posé, je me suis dit mais prenons un peu de recul, la culture de boîte qu'est-ce que c'est réellement en fait. Et je me suis dit tiens finalement c'est assez binaire, une boîte il y a deux valeurs dans l'entreprise, c'est les hommes qui la composent et les hommes qui la font vivre. Donc l'équipe et les clients. Et en fait la culture de boîte quand tu regardes bien la culture d'une entreprise, on va voir ce que c'est très concrètement, mais ça influe sur ces deux personnes à la fois. Ça influe à la fois en interne de la boîte et ça influe aussi sur l'extérieur de l'entreprise. Et finalement, j'ai essayé d'aborder tout ça d'une manière un peu scientifique, comme j'ai l'habitude de le faire. Dans le monde startup, on est très, comme on dit nous, data-driven. Data-driven, ça veut dire tout simplement avec une approche scientifique, donc guidée par la donnée, mais on ne prend pas des décisions au hasard. Et finalement, donc une culture de boîte, ça te permet déjà, en number one, de faire transpirer la mission de la boîte vers l'extérieur avec une bonne communication. Parce que la culture, en tout cas à mon sens, après Jérémy, on va voir ce que tu en penses, si tu es d'accord avec moi, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si tu as une forte culture d'entreprise, tu as la capacité à la faire transpirer au-delà des limites de ta propre entreprise et en fait de créer une marque extrêmement forte. Nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire chez Conquistador. Et donc ça, c'est ce qui est dans notre framework, donc dans notre cadre d'aide à la décision de Growth Hacker. Ça, c'est ce qu'on appelle l'awareness. Donc c'est la visibilité en fait que gagne l'entreprise. Et nous, on est convaincus que d'avoir une communication qui transpire vraiment la mission de la boîte et les valeurs de l'entreprise, ça te permet donc d'être différent de la plupart et de fédérer à la fois des clients et des talents autour de ta boîte. Ensuite, ces talents et ces clients, tu vas pouvoir, en rabâchant tes valeurs et la mission de la boîte, rien qu'avec de la communication, mais comme on fait très bien nous par exemple sur LinkedIn, c'est pour ça que vous êtes là en partie, finalement les gens vont se convertir un peu ils vont accéder à ton tunnel d'acquisition, que ce soit pour les talents ou les clients. Et donc là, c'est l'activation et l'acquisition. Donc les gens vont se dire, waouh, mais peut-être que j'ai besoin en fait de son produit. Et après, ça va être la partie acquisition qui va dire, ah, ok, vas-y, soit j'ai envie de me faire recruter par cette boîte ou j'ai envie d'acheter tel produit, vraiment. Et tout ça, pour moi, en fait, la culture d'entreprise, ça construit une sorte de canal comme ça. C'est vraiment quelque chose qui développe la croissance d'une boîte et qui doit absolument pas être négligé.
Donc, je vous ai parlé de la partie externe de la culture, donc qui fait transpirer la mission de la boîte vers les talents, les clients et les transformer en adhérents. Et enfin, moi, ce que j'ai analysé un peu ce matin, c'est en fait la partie interne à la boîte. Il faut pas que quand les clients ils arrivent dans la boîte ou quand ils sont passe clients ou les talents soient recrutés, il faut que ça continue en fait. Il faut que ça soit le noyau dur de la culture de l'entreprise. Et vous allez voir que dans ce qu'on a fait chez Conquistador, nous, bon, on respire un peu start-up, etc. Mais on met un maximum de ce qu'on appelle le care, donc on prend au maximum soin de nos clients. Bien que des fois, il y ait toujours des coquilles, c'est toujours normal, on s'améliore en permanence. Et à côté de ça, en face de ça, on prend super soin de l'équipe. En tout cas, on essaye au maximum d'être attentif à l'équipe et à construire comme ça vraiment une empathie pour tout le monde. Et finalement, ces talents et ces clients, à la fin, ils se transforment en ambassadeurs. Donc, si je résume un peu, d'un côté, vous avez l'externe, faire transpirer l'émotion de la boîte à l'extérieur, donc c'est la culture d'entreprise qui va aller vers l'extérieur. Ça, c'est l'awareness, c'est la visibilité, on gagne en visibilité. Ensuite, les talents et les clients se convertissent à la mission, donc c'est l'activation et l'acquisition dans notre langage à nous. Et enfin, en interne, donc on prend soin des talents et des clients. Et finalement, du coup, ça crée de la rétention du revenu et du referral. Donc, la rétention, c'est le fait que les gens restent chez toi. Et pour les talents, c'est incroyable, mais aussi pour les clients, s'ils continuent à payer chez toi, c'est cool. Donc, le revenu, ça te permet de faire de l'upsell, donc de vendre d'autres produits, etc., parce qu'ils te kiffent. Et le referral, c'est en fait, ils sont tes premiers ambassadeurs. Et donc, finalement, la culture d'entreprise, c'est un vrai, à mon sens, en tout cas, un vrai levier de croissance qui est trop souvent oublié dans beaucoup de boîtes. Et notamment, là, je te laisse la parole, hein, Jérémy, je pense que notamment dans beaucoup de PME françaises. Ouais, c'est clair. Bah, après, sur le cas des… C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en start-up, porter énormément d'attention à la culture d'entreprise, au care notamment, mais à la culture d'entreprise de façon plus générale. Et tu vois, nous, on a eu l'occasion d'être chez The Family, et c'est un point sur lequel ils insistent énormément. Ouais. La culture d'entreprise. Alice, elle est accro à la culture d'entreprise, et tu vois que chez The Family, ils ont une culture qui est très, très, très forte. Et en fait, je pense que cette culture d'entreprise, si tu regardes au plus simple, ça se résume à partager des choses, en fait. Ça se résume à engager des gens qui se ressemblent. Ouais. Et déjà, il faut réussir à trouver des points d'accroche avec tes associés, parce que ça commence par là. C'est de se dire, tiens, mais dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Et qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on a envie que tous nos employés y partagent avec nous. Parce que c'est cette puissance-là qui va créer ensuite tout le cercle vertueux dont tu parles. Tu vois, tout ce framework-là, ARRR, que tu as un peu adapté à la culture d'entreprise, assez finement d'ailleurs. Merci. Ben c'est quelque chose qui commence vraiment avec ce que tu vas partager. Et donc, pour donner un exemple qu'on connaît bien chez nous, hein, chez The Toolbox, tout le monde aime les outils, par exemple. Et ce serait très bizarre d'engager quelqu'un qui aime pas les outils. Voilà. Et tous les gens qui viennent chez nous sont des mordus d'outils, adorent chercher des tools, adorent partager des tools, adorent parler de tools. Et si on n'a pas ça et qu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas cette passion pour les outils, on sait que ça va pas fonctionner. Et je te le dis pas comme si j'avais pensé ça depuis le début de la boîte et que ça avait toujours été une évidence. À un moment, on faisait pas attention à ça et on a recruté quelqu'un qui était très bon sur le papier, mais en fait qui aimait pas les outils. En fait, il est resté 6 mois et au bout de 6 mois, on supportait plus parce que juste il était pas, on n'avait pas la même passion pour les outils et lui, il était passionné par d'autres trucs de la boîte qui étaient importants aussi. Mais en fait, cette passion pour les outils, aujourd'hui, on sait qu'elle est hyper importante chez tout le monde et qu'il faut que tout le monde la partage. Et donc, la question aussi, c'est les choses que tu vas partager et les choses que tu vas… Alors, j'ai plus en tête exactement la phrase, mais la culture, c'est ce que tu partages, c'est ce que tu permets et c'est ce que tu interdis, je crois. Et donc, c'est un peu… Et à tout le monde, du coup, tu vois, au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est pas mal. Et alors, tu abordais aussi la marque. Je sais pas si je les mettrais exactement ensemble, parce que je pense qu'il y a des entreprises qui ont une très belle marque et une très mauvaise culture.
Je pense notamment à, je sais pas, Uber, par exemple, qui a une énorme marque que tout le monde connaît, mais qui a une culture d'entreprise qui était pas top. Hyper toxique. Hyper toxique, ouais. Si tu prends WeWork aussi, culture assez toxique, assez misogyne, alors que pourtant c'est une super boîte, une super marque. Et au contraire, t'as des boîtes qui ont une super culture et qui n'ont pas forcément une marque très connue. Tu vois. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que avoir une belle culture, ça peut vraiment mener à avoir des employés qui sont plus engagés, qui vont pouvoir te recommander par la suite, et que surtout, ce qui est intéressant, c'est que à développer une culture forte, tu finis par attirer à toi des gens qui te ressemblent. Et ça, je pense que c'est hyper important, parce que pour réussir à construire une boîte rapide, qui va pouvoir évoluer rapidement, qui va aussi être agile, qui va pouvoir changer facilement, où tout le monde se comprend, où tout le monde aime bosser ensemble, où les gens vont réussir, où tu vas réussir à fédérer tes équipes, il faut que les gens se ressemblent. Parce que si les gens se ressemblent pas, ça fonctionne pas. C'est comme alors, il faut pas qu'ils se ressemblent à tous les étages, tu vois. Moi, par exemple, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une vision tous commune et qu'on soit prêt à aller dans la même direction. Mais du coup, c'est hyper intéressant d'arriver en fait à avoir tous une mission commune, mais être tous hyper différents socialement, économiquement et tout au départ. Et ça t'ouvre même un champ des possibles incroyable. Mais sur le papier, clairement, la mission et la culture, faut qu'elles soient partagées à mort. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Et tu vois, c'est un truc qui est peut-être pas assez compris dans les entreprises en général. Je sais pas si c'est particulièrement au niveau des PME. Je pense que dans les startups, en fait, il y a tellement de battage autour de ça que en fait, au début, tu fais pas gaffe et tu dis, ah ouais, c'est vrai, c'est important. De toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas un peu. J'ai pas l'impression que si tu montes ta première boîte, la culture d'entreprise, tu sais pas ce que c'est. Je pense que tu comprends tout le battage, en fait, qu'on fait, tu le comprends et tu l'intègres une fois que tu as fait les conneries que tu dois faire au début. Et une fois que, justement, t'as pas respecté la culture de ta boîte, que tu as fait justement des erreurs d'embauche. Que tu commences après, il y a des gens qui sont assez innés pour ça. C'est marrant parce que là, je vois PA qui est dans mon PA, par exemple, il a vraiment ça dans le sang. C'est un truc, je pense que même chez SeedShare, dans sa première boîte, il y avait aussi. Et ça dépend vraiment des gens. Moi, j'ai aussi parlé avec des gens qui ont été… Ouais, Alan, par exemple, bon, bref, on va en parler tout ça d'Alan, etc. Mais il y a des boîtes, notamment, là, j'ai rencontré un entrepreneur, tu vois, lui, il a 150 employés et il m'a dit, il a cassé sa culture d'entreprise à partir du moment où il s'est gouré parce qu'il avait trop de croissance et il a fait les mauvais recrutements. Et après, il y a tout qui s'est effondré parce qu'il n'y avait plus la même personne. Il n'a jamais pu revenir à la norme. Donc, une culture d'entreprise, il faut en prendre un max soin. Je parle par exemple de Guillaume Moubèche, par exemple, qui fait le choix d'avancer à son rythme, de prendre du temps dans les process, à recruter les gens, les bonnes personnes, les bons talents pour avancer en fait de manière hyper pérenne et hyper saine. Et franchement, le livre des fondateurs de Alan, pour ceux qui connaissent pas, c'est une mutuelle assurance santé digitalisée à la française qui est incroyable. Et ils ont sorti un bouquin, les fondateurs, qui s'appelle Healthy Business, où il y a beaucoup d'enseignements hyper qualitatifs. Moi, j'ai lu ça en décembre. Et c'est vrai que j'ai essayé d'appliquer pas mal d'enseignements qu'il y avait dans ce bouquin. Et d'ailleurs, il parle de Notion dans ce bouquin, on va parler après. Parce que là, on parle de culture, de mindset, de soyons tous raccords sur une mission, etc. Mais finalement, un truc que j'avais grave sous-estimé de mon côté, Jérémy, moi, c'était la manière de processer et mettre en place des actions concrètes. Et je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais sorti une phrase la dernière fois, on avait ri, que les process, c'est… le process, c'est l'opérationnel des valeurs de l'entreprise et de la culture de la boîte. On avait rigolé, on avait dit… c'est clair que en fait, je pense que ta culture, au début, c'est pas forcément quelque chose de tangible. Et en fait, elle va après s'infuser dans ta boîte. Et donc, forcément, elle va s'infuser dans les process, elle va s'infuser un peu partout. Mais au début, c'est un truc où tu te dis, bon, ben… Voilà, j'y pense, je réfléchis par rapport aux valeurs de la boîte, à la culture que je voudrais créer, etc. Et puis finalement, avec les gens, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que tu vas perpétuer. Et au bout d'un moment, cette culture, elle est installée. Parce que la culture, c'est pas ce que tu penses de ta boîte, c'est à un moment, c'est ce que tu fais. Ouais, carrément. Et ça, tu vois, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui disent, il faut penser à sa culture. Et en fait, c'est très bien de réfléchir à ta culture, c'est très bien d'y penser. Mais à un moment, c'est juste, faut faire les choses, tu vois. Et tu te dis, bon, ben, je fais un one-to-one avec mes équipes toutes les semaines. Et je leur demande comment ça va, et j'essaye de comprendre comment ils vont, ce que je peux faire pour améliorer leur expérience, etc. Tu vas créer une culture de feedback.
Grave. Et Et justement, ça serait marrant qu'on se liste. Moi, j'ai fait une petite liste, tu vois, j'ai essayé tout à l'heure, je me suis fait une liste des trucs que j'ai essayé d'appliquer dans la boîte en termes enfin, qu'est-ce qui jouait sur la culture? Alors, je te laisse commencer si tu as des exemples concrets que tu fais chez toi. En termes de process, de culture, concrètement, comment ça s'organise? Nous, on a une forte culture de publication sur les réseaux sociaux, par exemple. J'encourage tout le monde à publier et moi, j'essaie de montrer l'exemple. J'essaie de publier régulièrement sur LinkedIn, sur Twitter. J'essaie d'écrire des articles de temps en temps, enfin, quand j'ai le temps de le faire. Puis là, on recrute, par exemple, un directeur, enfin, un head of growth, justement pour accentuer encore plus fort cette culture du contenu et donner de la valeur démocratisation, tu vois. Ouais, c'est ça. Vraiment, de l'évangélisation de la technologie, de la démocratisation de la technologie, hyper important pour nous. Et du coup, tu vois, ça devient un élément de culture. Et quand les gens viennent quand on rencontre les gens en entretien d'embauche, ils nous disent ah ouais, est-ce que je devrais publier sur LinkedIn aussi, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve marrant parce que ça veut dire que ça s'est diffusé en fait. De ouf, de ouf. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, mais tu vois, en réfléchissant aussi, pareil, j'ai plongé un peu dedans et je me suis dit, tiens, ok, les réseaux sociaux, je me suis noté pareil que toi. Nous, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit ambassadeur, en fait, sur sa propre expertise. Donc, c'est un peu pareil que toi, j'imagine. Ouais, tu peux publier, tu fais ce que tu veux, mais le but, c'est vraiment que tu deviennes un ambassadeur, tu es un conquistador. Si tu es bon sur cette partie-là, vas-y. Balance de la valeur gratuitement sur les réseaux, ça te donnera la légitimité et ça donnera la légitimité. C'est marrant parce qu'un truc comme ça, où tu te dis, bon, de base, ça a l'air d'être quelque chose plutôt, ça a l'air d'être une culture plutôt orientée marketing. En fait, c'est intéressant parce que opérationnellement, ça peut créer quelque chose, un mouvement qui va te ramener plutôt vers une culture de l'autonomie. Parce que c'est des gens qui, du coup, vont être en confiance et vont pouvoir faire des choses tout seuls à la base dans un truc où ils sont experts et pourquoi pas après pouvoir faire d'autres choses ou tester des choses ou expérimenter, tu vois. Et c'est assez intéressant parce que tu peux avoir vraiment des effets auxquels tu t'attendais pas et qui vont venir s'ajouter aux effets que tu souhaitais en créant justement simplement des petites actions comme ça, en fait. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça, vraiment ce truc-là, de faire en fait, de faire en sorte que ton équipe elle se rende compte de la valeur qu'elle a, tu vois, simplement en la mettant en lumière. Les réseaux sociaux, c'est un excellent outil pour ça, clairement, là-dessus. Après, nous, on fait des réunions et des repas. On fait un repas d'équipe par semaine, un truc con, hein. Une réunion le lundi matin où on met tout à plat. On essaie d'avoir un branding commun, donc c'est-à-dire les mêmes couleurs, une cohérence dans nos chartes graphiques, etc. Tout s'associer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore opérationnel, mais sur lequel je bosse dessus. C'est que tout le monde doit être propriétaire et associé de la boîte, et donc que 15% du capital de l'entreprise soit dédié aux salariés. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie et qu'on avait envie avec Pierre-Alain et Franck de faire. Hein. Transparence sur la trésorerie et les salaires. Alors là, il y a no bullshit. On annonce, vas-y, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, tout le monde sait à peu près qui gagne quoi. Pour le moment, ça fonctionne, mais c'est intéressant. Et ton associé qui dit non. Il déconne. Hiérarchie horizontale. Et là, PA, je te fais un clin d'œil. Le CEO comme despote éclairé. Ouais, en même temps, je pense que c'est un truc aussi. On parle beaucoup de culture. Ça peut faire penser un peu bon enfant, bisounours, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'une boîte, c'est pas une démocratie non plus, quoi. Il y a Daniel qui dit, Daniel qui est chez Conquistador aussi, qui dit, il n'est pas payé, il fallait pas en parler, lol. Ah les gars, vous êtes des bons. Mais par contre, ça c'est un point où je pense que pour des jeunes founders, c'est quelque chose qui paraît pas forcément clair. Et tu vois, tu peux avoir envie d'ouvrir le capital de ta boîte, de dire on va faire un truc où tout le monde participe, mais il y a quand même un moment, c'est toi qui prends les risques, je pense. Bon, quand t'as une boîte de service, c'est vrai que tout le monde participe et ça c'est génial. Mais du coup, par exemple, tu mets des règles. Je pense que bien sûr, il faut mettre des règles, mais je pense que c'est important, tu vois aussi que le dirigeant il puisse être audité entre guillemets par l'équipe et il doit y avoir ça dépend encore une fois, ça dépend des cultures, mais tu vois, par exemple, chez The Toolbox, on a beau donner beaucoup d'espace aux gens pour s'exprimer, à la fin de la journée, la vision de la boîte, elle reste quand même entre les mains d'une personne.
Ouais, mais oui, complètement. Faut faire gaffe que ce soit pas les mauvaises personnes qui soient rentrées pour que voilà, qui pensent différemment. Mais ouais, mais c'est normal. C'est entre les mains des associés, je pense. Ouais. Et après, ouais, j'avais quoi comme autre truc. Après, nous, on a des grandes punchlines aussi qui nous caractérisent, mais qu'on essaie d'appliquer. Je sais pas si vous avez ça chez vous. Ouais, on a ça. Le savoir-faire le savoir-être passe toujours avant les savoir-faire, ce genre de trucs, tu vois. Ouais, mais qui sont grave basiques, mais qu'il faut rappeler. Ouais, c'est clair. La villa, nous aussi, je sais pas comment vous êtes en remote 100%, non? Ouais, bah, surtout pour l'instant, oui. Après, on verra comment ça se passe dans les prochains temps. Un truc qu'on aimerait bien faire, c'est créer un espace de marque un peu. Ouais, donc avoir un endroit, je sais pas si ce sera à Paris ou ailleurs, mais avoir un endroit, pas spécialement pour y travailler, mais au moins où les gens peuvent passer, se retrouver, où on peut inviter nos clients, où on peut produire du contenu de super bonne qualité. Mais mec, il faut une villa comme nous, hein. Bah ouais, franchement, pourquoi pas, hein, mais voilà, faut voir où on la met, quoi. Mais en tout cas, ça c'est. Viens pas aux Pays-Bas, c'est déjà trop cher. Hein. Je te dis direct, ça vaut la peau du cul, mon gars. Ah ouais, on a vu. Il y a Alex qui est là, qui vient d'acheter un appart à Biarritz. Il nous a expliqué les prix. Il lui a dit, bah en fait, ça au Paris, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, moi, je viens de recevoir un message de la mairie. Et en fait, au mètre carré, on est plus cher que Paris et on est dans un village à côté de Biarritz. Ah, c'est violent. Hein. Ouais. Donc. Ouais, c'est le soleil, ça, les gars. Ouais, bon, petit aparté hein, pour ceux qui sont du coin. Attention, je pense que malheureusement, là, il faut faire attention à l'immobilier et aux problèmes là locaux. Il y a des trucs qui se passent mal apparemment, et j'espère que il y a des pas d'anciens spectres qui vont ressortir. On en reparlera dans les prochaines semaines, Inch'Allah. J'espère qu'on n'arrivera pas jusque là. Alors. Il y avait une question, je suis d'accord, c'est une démocratie, c'est pas une démocratie, il faut vraiment pouvoir décider. Ouais, ok, bah ça c'était sur le CEO, ok, très lourd. Il y en a qui disent il faut aller à Brive-la-Gaillarde. Venez pas aux Pays-Bas, c'est nul, Alexandre, il nous paye. Et Brive-la-Gaillarde, mine de rien, ok, c'est central, hein, c'est positionné central, hein, pourquoi pas. C'est à Jérémy de voir où il sait qu'il veut se. Ouais, on verra. Et après, on a. Je disais par rapport au meeting, ouais, ça c'est des trucs qu'on a aussi. On a 3 weekly par semaine, par exemple. Moi, j'essaye aussi de faire des one-to-one au minimum une fois par mois avec tous les membres de l'équipe. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes. Aussi, on essaie d'avoir tous les rendez-vous qui sont fixés en avance et de pas faire de trucs à l'improviste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas, en fait, je pense que tu t'en rends compte assez facilement. Être indépendant, chez vous, ça doit être important. Ouais, tout le monde est hyper autonome et ça, c'est assez cool. Et puis après, les équipes sont assez bien divisées. On a vraiment une équipe technique qui s'occupe du delivery et de la création des outils. On a une équipe plutôt conseil qui s'occupe des clients dans la première phase, de bien comprendre leurs problématiques et de travailler avec eux sur avec Iris qui est juste en face de moi qui me fait un grand sourire, qui va s'occuper du coup plutôt de comprendre les besoins des clients, de dégrossir les problématiques, d'essayer de construire la roadmap. Et oui, et ça c'est assez bien séparé. Et je pense que c'est assez important. J'avais une question qui me paraissait essentielle chez toi dans ta boîte, qui me titille depuis qu'on se connaît en fait. C'est comment vous organisez vos équipes? Est-ce que vous donnez le lead d'une polyvalence en fait sur chacune, ou chacun a sa propre expertise, spécialité? Alors en fait, si tu veux, c'est comme il y a énormément d'outils, c'était impossible, enfin en tout cas à la taille qu'on a aujourd'hui, impossible de recruter en interne des gens qui sont experts sur tout, parce que du coup pour l'instant il y a juste pas assez de missions sur tout en même temps. Et du coup en fait on a recruté là au début de l'année Pierre, qui est notre head of community et qui est en train de monter un makers club. Qui est donc un club d'experts freelance, no code, low code, qui peuvent accompagner les clients sur les missions techniques. Et du coup, en fait, nous, notre rôle, c'est d'encadrer les missions, de produire un set de ressources et de petites choses qui vont faciliter la vie des experts et leur permettre d'être bons sur les missions et à la fois que ce soit assez harmonieux. Donc, peu importe le client qui va travailler sur une mission, c'est toujours la même manière de bosser finalement. C'est toujours un peu la même gestion de projet, c'est toujours un peu la même méthode, c'est toujours les mêmes propositions, etc. Donc ça nous permet d'harmoniser.
Et sinon, au niveau de la gestion des équipes, comme je te disais, en interne, on a une équipe plutôt technique, une équipe plutôt conseil. Donc c'est assez bien réparti à ce niveau-là. Et donc une équipe technique externe. Ok, ouais, parce que toi, tu as pas mal de freelance au final autour de toi. Ouais, bah, c'est hyper important. En fait, chaque client est différent, chaque entreprise est différente et tout le monde n'a pas les mêmes affinités avec tout. Comme on fait du conseil, tu dois bosser avec un freelance qui va aimer ta boîte ou la manière dont tu bosses ou ce que tu fais et qui va connaître aussi les technologies ou le marché sur lequel tu travailles. Donc, à moins de te focaliser sur un type de boîte en particulier et de dire, bah, nous, on s'occupe que de boîtes dans la finance, par exemple. Et donc, on va travailler, on a des gens qui sont experts en finance et on bosse que avec des boîtes en finance et point barre. Nous, on dit, on bosse avec plein de types de boîtes. Mais donc, pour pouvoir s'adapter, on a besoin de plein de types d'expertise différentes. Ok, lourd. Et du coup, pour arriver sur la partie Notion, les gens, doucement mais sûrement, c'est du coup, tout ce qu'on est en train de dire aussi, ça se processe. À mort et c'est fait pour ne serait-ce que bien onboarder de nouvelles personnes parce que tout ce qu'on balance là comme l'organisation, tu vois, l'organigramme, un branding commun et tout, en fait tout ça, ne serait-ce que ça se partage dans un processus d'onboarding pour les nouveaux arrivants notamment et tout ce qui est enfin une partie, l'une des plus difficiles dans une boîte, c'est de bien partager l'information et bien de partager ces process-là qui font la culture de l'entreprise. Et ça, nous, on kiffe. Jérémy maîtrise mieux que moi, ça j'en suis convaincu. Mais PA commence à sérieusement chauffer dessus. Daryl aussi qui est en face de moi sur Notion. Et Notion, c'est un outil qui vous permet vraiment. Alors c'est pas un outil qui va vous permettre de faire, vous arrivez dessus, il y a un CRM, c'est pas, en fait c'est un outil pour construire un peu une base de données, vos workflows, enfin c'est hyper maniable et du coup Jérémy, je crois que tu es le seul expert français de Notion, c'est ça? Yes. Yes. Ouais. Donc du coup, j'imagine que même pour The Toolbox ou des clients, tu as dû processer un max de choses sur Notion et commencer à construire. Ouais, on est un peu des fous sur Notion. Nous, tout est sur Notion en fait. On est en train de créer là un modèle d'ailleurs pour les PME avec tout ce qu'on a appris. Et en fait, en gros, c'est un template qui te permet de gérer toute ta boîte sur Notion. Donc autant les fonctions, enfin toutes les fonctions support en fait. Donc autant le marketing que les RH, la finance, tes équipes, les congés, les dépenses, enfin tout un tas de trucs. Et on a rassemblé tout ça sur Notion. Et donc nous, on s'en sert au quotidien. Tout est sur Notion en fait. On a vraiment un outil, c'est Notion, et tout est là-dessus. Autant notre CRM que le suivi de tout un tas de trucs. Et là maintenant, on est en train d'aller un peu plus loin, d'essayer d'automatiser ça et de réfléchir à des petits des petits plugins qu'on pourrait créer pour encore améliorer la façon dont les gens utilisent Notion. Lourd. Et d'ailleurs, en parlant d'intégration ou quoi, il y a Notion Automation qui est fait aussi par des Français. Yes, c'est fait par Shubham. C'est Shubham derrière, parce que la dernière fois, on se posait la question. Ouais, c'est Shubham. Ok, bah bien joué, ouais. Okay. Ouais, bien joué, ouais. C'est très fort. Il est bon ce con, hein. Il est partout chez Conto et tout. Ok. C'est fini là, il arrête un peu chez Conto, hein. Il va lever le pied là. Ouais, il a déjà levé le pied depuis un moment, je pense là maintenant qu'il fait tout son contenu et il a différents axes dans la tête. Hein, enfin bon, il y a qu'à regarder ce qu'il fait. Pour ceux qui connaissent pas Shubham, allez le suivre sur que ça soit sur Clubhouse ou que ça soit sur attends, comment ça s'appelle? C'est Digital Weekers. Wink. Digital Wink sur YouTube. Vraiment un bon growth hacker, un bon product owner à la base chez Conto. Il a fait du lourd. Et donc, ok, Notion Automation, ça vous permet d'automatiser en fait l'outil Notion avec d'autres outils et en passant par Zapier en fait. C'est ça qu'il a fait derrière. Je crois que c'est un peu le principe. C'est un connecteur Zapier pour Notion. Ouais. Voilà. Et Zapier derrière, du coup, pour ceux qui connaissent pas Zapier, c'est une banque un peu d'API, donc d'automatisation entre différents outils. Vous choisissez un outil, vous en prenez un autre et vous choisissez les automatisations que vous souhaitez. C'est assez simple d'utilisation et il y en a quelqu'un qui pose, c'est intéressant comme question. Ouais. T'as vu? Ouais, est-ce que Notion peut remplacer un intranet dans une boîte?
en fait, ça dépend comment tu utilises l'intranet. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc plus communautaire et faire des posts, par exemple, c'est pas l'idéal, je pense. Parce que ça, c'est une fonctionnalité qu'il n'y a pas. Ça va être difficile de notifier tout le monde par rapport à ça. Et je crois que du coup, mieux vaut s'orienter vers une solution comme je sais pas, Circle, je pense. Ça peut faire un très bon intranet de boîte. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est pas mal. Bon, après, tu as des solutions, tu as plein de types de solutions. Hein. Tu as Facebook Workplace qui est vraiment pas mal. Tu as Lumaps qui est vraiment pas mal. Donc, il faut voir comment tu gères l'intranet, enfin, ce que tu considères comme un intranet. Mais nous, si on veut, c'est une sorte d'intranet. C'est de la gestion de la connaissance, de la gestion de projet, de la gestion de toutes nos capacités internes. Et ça fonctionne hyper bien. Je pense que la démo, si tu fais un petit partage d'écran, Jérémy, je pense que la démo va parler par elle-même, si tu veux, en fait. Je vais vous... Parce que c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ce que tu peux faire sur Notion. Moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu perdu. Et après, tu joues avec tous les composants, tous les blocs, et tu te rends compte de la capacité de l'outil qui est juste incroyable. Je vais vous montrer Network OS, du coup, qui est ce petit projet. Je vais vous faire une petite démo. Ok. Alors, voilà. Donc, en gros, là, on est sur la page d'accueil. Vous voyez, on a, c'est assez simple. Hein. On a les objectifs de la boîte. Ouais. On a un petit tableau de bord avec les différents dashboards. Donc, enfin, en fait, nos différents tableaux de bord pour les différentes fonctions et un petit calendrier avec les réunions. Et en fait, après, ici, tout est dans cette page. Ah, ça tout mis dans la même page. Et après, on va retrouver tous nos différents dashboards, du coup. Donc, je sais pas, je prends le marketing, par exemple. Hop. Je vais retrouver les objectifs qui sont liés au marketing. Je vais retrouver tous les projets qui sont liés au marketing, donc les réseaux sociaux, l'email marketing, les campagnes pub, le site internet, etc. Et puis, je vais avoir ici, du coup, un suivi de mes contenus avec une librairie de contenu qui me permet, du coup, de créer des posts et de les faire passer dans une espèce de pipeline en fonction du stade d'avancement du projet ou du post. Et donc là, par exemple, je vais créer un post au stade d'idée. Par exemple, la culture d'entreprise avec Notion. Yes. Tu as déjà setup les propriétés de la carte et tout. Hein. Voilà, donc là, j'ai ma carte avec mes petites propriétés. Vous voyez que j'ai des templates aussi. Donc, je vais pouvoir dire, en l'occurrence, là, par exemple, on va se dire que c'est un post LinkedIn. Donc, j'ai plus qu'à sélectionner et dire, OK, c'est un post LinkedIn. Vous voyez, automatiquement, j'ai mes plateformes qui vont venir se rentrer. Hop, j'ai les objectifs de mon post, du coup, mon contenu. Et donc là, j'ai mon petit template. Alors là, bon, j'écris, je fais un peu ma popote. Hop. Donc là, je prends ça. Je dis, c'est en rédaction. Ensuite, je vais venir le mettre en à poster. Et là, quand je le mets à poster, il va venir apparaître là. Ouais, c'est lourd. Voilà. Et donc là, je l'ai à poster. Ensuite, pour dire quand je veux le poster, je le chope, je l'attrape ici et je vais venir le poser sur mon calendrier. Je vais dire, par exemple, je vais le poster demain. Hop. Donc, il vient se mettre sur mon calendrier et là, ça lui a ajouté une date de publication. Et ensuite, une petite parenthèse sur le calendrier, c'est qu'il peut être aussi relié à votre Google Calendar. Il peut être relié à votre Google Calendar par l'intermédiaire de Notion Automation, du coup. Ouais. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le publier ici. Je vais dire, je l'ai publié. Tac. Et quand je l'ai publié, il disparaît de ma liste des contenus à publier. Et donc, tout ça, ça se fait avec les filtres, parce qu'on peut filtrer toutes les bases de données. Et donc, on va pouvoir créer en fait des automatisations, on va pouvoir créer des différents flux de travail et jouer avec la contextualisation des données entre les différentes vues et les différents filtres sur les différentes instances d'une même base de données. Puisque ici, j'ai 3 représentations de la même base de données de contenu. Et donc, en fait, ça, c'est un mode qu'on va réutiliser à travers tout l'espace de travail. Et donc, on va avoir des dashboards pour les ressources humaines, par exemple, un dashboard de recrutement, où on va pouvoir avoir nos objectifs de recrutement avec un job board. On va avoir les tâches qui sont liées au recrutement, le suivi des candidats, nos postes à pourvoir qui vont se retrouver après dans le job board, un processus d'onboarding, du coup la liste des candidats qu'on va pouvoir glisser d'une base de données à l'autre pour les transformer en employés. Alors, vous pouvez faire énormément de choses avec Notion. Et donc, tout ça, vous pouvez le créer, en fait, et ça fonctionne sur un principe de données sources. Et donc, en fait, on a des bases de données, on a une vingtaine de bases de données à travers tout l'espace de travail. Et donc, c'est des bases de données qu'on réutilise sous forme d'instances pour créer des tableaux de bord. Ok, voilà c'est lourd. En rapide. Donc, en gros, tu mets tout dans un truc tu centralises tes bases de données, tu les crées toutes les unes derrière les autres, tu les interconnectes.
et tu crées tes pages. Voilà, c'est ça. Et donc là, on parlait de culture d'entreprise. Il y a une petite page équipe sur laquelle on peut retrouver ici avec le calendrier des réunions qui est filtré par team building. Et donc, on va pouvoir retrouver tous les team building qui sont prévus ce mois-ci, par exemple. Ensuite, on va avoir un annuaire des employés où chacun gère sa page et peut mettre à disposition des autres ses infos en tant qu'employé, son profil et raconter un peu son histoire. Et puis, il y a un petit calendrier des congés pour savoir qui est absent quand. Voilà. Ok, lourd. Ouais, et donc ça peut être un élément qui favorise la culture. Et puis ce qui est cool, c'est que Notion coûte vraiment pas très cher du tout. C'est 10 € par mois par personne, à la place d'acheter des tools qui vont servir un tool pour faire de la gestion d'équipe, un tool pour faire du CRM, un tool pour faire la planification des postes ou le suivi de cette planification. Et donc c'est pas mal parce que ça permet de centraliser le maximum de trucs sur une plateforme. Carrément. Et toi, tu as fait ce choix-là d'ailleurs, parce que par exemple, chez nous, chez On Adore, on s'est dit, Notion, c'est cool pour de la gestion de projet, partage de l'information, culture de boîte, RH, tout ce que tu veux là. Mais par exemple, sur la partie CRM, j'étais curieux de voir le CRM, parce que sur la partie CRM, moi, j'ai fait le choix de pas être chez Notion. Alors en fait, je pense pour que des questions d'automatisation. Ouais, ça va vachement dépendre de la typologie de ta boîte. Aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille pour mettre son CRM sur Notion, c'est d'avoir une boîte de service avec des paniers moyens très élevés. Et donc, pour nous, c'est parfait parce qu'on est une boîte de service avec des paniers moyens élevés. Voilà, chez The Toolbox, on va dire qu'une mission, c'est rare qu'on fasse une mission en dessous de 5 000 €. On va dire. Et donc, du coup, des missions, on va en rentrer au grand max une dizaine par mois. Et donc, pour nous, c'est facile à gérer, tu vois, parce que des leads, on va recevoir une quinzaine de leads par semaine. Et donc, ça représente pas trop de choses. Ouais. C'est assez facile à gérer, tu vois. Et ici, justement, ça, c'est une copie du CRM que nous, on a. Les leads ici, en fait, ils rentrent automatiquement. Ouais. Et donc, ça, tu as une petite interconnexion via Zapier qui va faire rentrer les leads ici, dans cette partie-là du pipeline. Ensuite, tu as un suivi des entreprises. Donc, tu vas pouvoir déplacer les cartes. Donc, on va pouvoir les glisser, en fait, d'ici à là. Hop. Voilà. Et donc, après, tu vas pouvoir encore les déplacer. Et donc, l'idée, après, c'est de se dire, on a un suivi qui est vraiment un suivi de la prospection ici. Et après, tu vas avoir un autre dashboard pour le suivi des opportunités qui est différent. Donc, le suivi des opportunités, ça ne se passe pas de la même manière. Tu as une autre base de données avec les opportunités pour suivre les opportunités parce que tu peux avoir plusieurs opportunités pour un même client. Et donc, nous, tu vois, on gère vraiment ça à la propale. Et après, tu peux suivre, par exemple, la vitesse de signature. Tu peux créer tous tes process comme tu as envie. Et après, on va avoir un autre tableau de bord avec le suivi des clients et le suivi des projets, etc. Ouais, ok. Pourquoi est-ce que j'aime mettre le CRM dans Notion? C'est parce que aujourd'hui, un CRM, la plupart des CRM sont très axés sur la vente. Et donc, tu peux pas faire de suivi de projet, tu peux pas faire de suivi de client, c'est très compliqué. Et donc, tu dois avoir deux outils différents, alors que, il faut synchroniser tes bases, c'est pas forcément évident. Et donc, pour nous, c'était plus facile de tout mettre à un seul endroit. Mais si, par exemple, tu fais de la formation et que tu fais du B2C, tu peux pas avoir ton CRM sur Notion. Ça sert à rien. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, dès que tu commences à faire un peu de mass market, autant garder un CRM externe. Mais par contre, Notion, même, tu vois, pour moi, ça semblait, en tout cas, on s'est posé la question de faire un circle, de faire un Notion. Notion, à partir du moment où on a pu commencer à centraliser toute l'info de la boîte et faire le backlog, tu vois, growth backlog, produits, les ressources, enfin, voilà, tout ça. Ce qui se passe, c'est que tu te rends compte de la puissance et tu as plutôt tendance à y rester. Et il y a quelqu'un qui posait une question. C'était Anou qui disait qu'elle était fan de Airtable pour gérer le biz en back-office, facture, affaires clients, négo, automatisation intégrée. Les dashboards sont très pratiques pour les points hebdo. Tu connais un peu Airtable, Jérémy, ou très très bien. Du coup, on s'en sert beaucoup pour nos clients, on s'en sert pas mal en interne aussi. C'est une application qui est géniale. Moi, j'ai tendance à pas, j'opposerai jamais Airtable et Notion. Je pense que c'est juste pas la même approche. D'un côté, on a une approche qui va plus être autour de la connaissance et donc plus basée sur
la combinaison de texte avec de la donnée et le fait de pouvoir très facilement organiser ta donnée et par exemple pouvoir remettre un bloc de texte ou une instance de base de données à plusieurs endroits d'un espace de travail. Donc, on va plutôt être dans la navigation, dans la gestion de la connaissance. Là où Airtable, on est dans une pure gestion de la donnée. Et avec des automatisations, avec une marketplace d'applications, avec des connexions à d'autres outils et toute la puissance qu'il peut y avoir à ce niveau-là. Mais du coup, je pense que les cas d'usage sont simplement pas les mêmes. Et ce qu'on fait dans Airtable, on ne pourrait pas le faire dans Notion. Et ce qu'on fait dans Notion, on ne peut pas le faire dans Airtable. Voilà. Donc, c'est important de bien comprendre dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser chaque outil et d'adapter ton usage par rapport à ce que tu veux faire. De ouf. Moi, j'étais chez Airtable avant, quand j'étais chez Pentalog, enfin, Skill Value, tout ça, et j'avais bien kiffé aussi Airtable, mais complètement différent en termes d'usage. Je trouve, moi, ce que j'ai adoré vraiment dans Notion, pour le coup, c'est vraiment le fait que ça soit hyper flexible. Ouais, c'est ça le plaisir, hein, c'est cette espèce de liberté. Tu vois, on oppose par exemple plus souvent un Notion à ClickUp, qui est aussi une plateforme tout en un. Et là, pour le coup, ClickUp, c'est hyper rigide. Et donc, c'est intéressant. On était chez ClickUp juste avant Notion et c'est vrai que c'est pas la même. Ouais, c'est pas pareil. Et c'est beaucoup plus rigide. Et du coup, tu as aussi cet aspect un peu tout en un où tu peux faire ce que tu veux dans la plateforme. Mais si tes process sont méga structurés et que tu as une activité qui est de la même manière, hyper structurée. Ouais, de ouf. De ouf. Ok, super intéressant. Super intéressant. Et je savais pas comment démarrer sur Notion, je me suis retrouvé perdu. Ouais, c'est la raison pour laquelle on a créé ce méga template. C'est pour que les gens soient moins perdus. Et du coup, ce template, vous allez en faire quoi? Vous allez le vendre, j'imagine? Ouais, on est en train de le tester là. On a 150 bêta-testeurs et on commence la commercialisation la semaine prochaine. Ah, vas-y, c'est lourd. Tu posteras dessus? Ouais, on va bien sûr poster dessus. Bon, là, de toute façon, le premier batch, c'est qu'une vingtaine de personnes. On commence petit pour pouvoir améliorer encore. Et puis, je pense que d'ici un mois, on aura vraiment tout finalisé et on pourra passer sur un peu plus de scale. Il y a Anne-Sophie qui demande si elle peut être bêta-testeur. Ouais, tu peux t'inscrire. J'ai fait un post LinkedIn sur le sujet. Il y a encore un lien pour s'inscrire. Et de toute façon, après, si vous me suivez sur LinkedIn, on va bombarder. Donc, je serai au courant. C'est marrant, moi j'adore en termes de culture de boîte, de culture startup, ça a tellement évolué là en un an, c'est incroyable. Parce que il y a une vraie, on en parlait aussi la dernière fois, Jérémy, mais nous avant on était hyper startup-like, c'est-à-dire on était entre nous quoi. Pour dire les choses, depuis le Covid, ça a vachement changé, ça s'est hyper accéléré. Ne serait-ce que même là, tu vois, au Pays Basque ou même en Nouvelle-Aquitaine de manière plus général, il y a les boîtes sont en train de réaliser un peu qu'il faut qu'elles se mettent à l'air, qu'elles accélèrent avec le digital et tous les outils de no-code qui sont dernièrement sortis sont tellement incroyables, que ça soit sur de la prospection, sur du produit, sur du scrapping de données, de l'enrichissement de données, enfin voilà tout ça. C'est insane ce qui existe aujourd'hui. Et au final, c'est marrant, on est pas mal à avoir pris ce créneau-là. Moi, je suis persuadé que si on donne tous ces outils un peu pointus et finalement faciles d'utilisation aux PME, on peut avoir en effet les plus belles PME du monde et européennes, clairement. Ouais, c'est sûr. On peut, en plus, on a une super belle culture entrepreneuriale en France. De ouf. On est vraiment un pays de faiseurs aussi, quoi. Ouais. On adore créer des choses. Il y a plein de belles boîtes. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt à structurer cet écosystème, à expliquer comment on peut faire pour monter des boîtes qui cartonnent, à mettre en place des petits, on appelle ça un peu des starter packs, tu vois, mais à créer justement des méthodes qui peuvent bien fonctionner. Et nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, on essaie d'accompagner les entreprises là-dessus, d'essayer de les moderniser, de prendre des boîtes plutôt traditionnelles, de les faire rentrer, de construire des PME modernes, quoi, de les faire rentrer dans ces compétences technologiques. Et c'est marrant parce qu'il faut à la fois faire ce que vous faites, donc les former, et à la fois aussi sur certains aspects, tu vois, construire pour eux. Et ça, c'est ce qu'on fait nous, parce qu'ils n'auront jamais le temps ou l'expertise de construire leur propre produit tech. Mais je pense que d'un côté mindset, il faut que les gens comprennent que le monde a changé, donc aujourd'hui tout est accessible. Et tu le vois, hein, de toute façon, tu regardes comme ils sont les enfants là,
à 14-15 ans, c'est des ouf. Tu as déjà des entrepreneurs. Je vois les fils de certains de mes clients qui commencent à vendre des baskets, tu sais, à faire du trading de baskets, à aller chercher des sneakers dans les magasins quand il y a un drop, à les garder chez eux. Ils ont fait des petits sites web, des petites applications Airtable et après ils les revendent pour 4 fois plus cher. Enfin, c'est des ouf. C'est des trucs, c'était pas possible avant, tu vois. Alors, je sais pas si tu sais, mais en fait, la France est le premier pays en termes d'entrepreneuriat dans l'OCDE chez les jeunes. En fait, c'est statistiquement, on a la jeunesse qui veut le plus entreprendre au monde, et c'est incroyable. Là, tu vois, juste avant ce webinaire, j'étais avec les étudiants entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine. En ce moment, je suis pas mal avec eux. Tu sais, j'essaie de partager un peu ce qu'on a fait dernièrement, et c'est incroyable. Et aussi, je fais un big up à l'Afrique, hein, parce que moi, dans les étudiants entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine, j'ai la moitié qui sont africains, d'origine africaine, et qui veulent aller redonner après, tu vois, au continent africain tout ce qu'ils apprennent là. Mais il y a un potentiel de ouf. Ils ont un mindset entrepreneurial incroyable en Afrique. Moi, c'est clair. Vivement qu'on ouvre au Togo un conquistador. Je te dis, Alex, il y a vraiment un truc à faire. Et après, juste pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que c'est intéressant de, tu vois, ta culture et culture. Le culture avec un grand C. En Europe, moi, je suis persuadé que, en tout cas, moi, j'étais au Vietnam, j'étais en Asie, et j'avais le choix de partir à la Silicon Valley ou soit de revenir en Europe, parce que j'avais ma première boîte qui était au Vietnam. Je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables. Bref, à Hanoï. Et je me suis rendu compte que l'innovation, elle n'était pas là-bas. En fait, je me suis rendu compte qu'on passait notre temps à copier l'Europe ou les États-Unis. Et autour de moi, c'était souvent comme ça. Mais après, j'ai eu la réflexion, je me suis dit, pourquoi? C'est parce que nous, on vit dans une société libre. On vit dans une société où on a la liberté de penser, une créativité naturelle. Et en fait, tu vois, moi, j'habitais en Turquie, j'ai pas mal voyagé au Moyen-Orient, en Iran, etc., en Russie, en Asie, un peu partout, que ce soit en Chine ou Asie du Sud-Est. Et finalement, tu te rends compte qu'on a la chance de vivre dans une société qui est complètement libre de penser. Et c'est ce qui nous permet d'être les plus innovants. En tout cas, à mon sens, au niveau mondial. Je me suis fait la réflexion quand même longuement Silicon Valley ou Europe, et j'ai choisi Pays Basque. Ouais, c'est clair. Et après, tu as certains pays où c'est plus fort que d'autres, mais je pense qu'en France, c'est hyper fort. Il y a énormément de PME et le tissu socio-économique qu'on a, qui est très fort basé sur les PME, il faut le renforcer. Parce que c'est pas, c'est fragile aussi en fait. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs et qu'on a des bons entrepreneurs que pour autant ce sera toujours comme ça. Et du coup, je pense que là c'est le moment parce qu'il y a un vrai shift qui est en train de se produire aussi et que là il est temps de réussir à faire la transition de ces boîtes très traditionnelles. Il faut les transformer en entreprises plus modernes et il faut autant travailler sur ce côté mindset. Et de réussir à leur faire comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent aujourd'hui et adopter des nouvelles habitudes de travail. Et en même temps, il faut la technologie pour pouvoir supporter ces nouvelles habitudes de travail. De ouf. Et il y a derrière, en fond, il y a une crise socio-professionnelle aussi parce que nous, on le voit, tu vois, comme on est centre de formation, on voit tellement de gens qui arrivent de Pôle emploi de plus en plus. Derrière moi, il y a pas mal de boîtes qui ont fermé, malheureusement. Mais c'est aussi des crises existentielles un peu parce que il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que tiens, ils faisaient plein de choses sans sens dernièrement. Et là, on est en train de vivre un moment dans l'entrepreneuriat qui est incroyable où il y a plein de gens qui arrivent qui veulent monter des boîtes parce qu'ils se disent ah vas-y, je vais faire quelque chose avec un pourquoi je fais ça. Et derrière, pile poil dans le même timing sur le marché, tu as tellement d'outils qui te permettent d'aller tester un marché rapidement. C'est incroyable. Depuis l'année dernière, ça a explosé. Et là, je disais aux étudiants entrepreneurs, en plus, sans parler des financements. Aujourd'hui, tu vois, Pôle emploi, plus grand incubateur de France, big up à vous. Je veux dire, on a tellement de sécurité dans un pays comme le nôtre, ça nous permet vraiment de tester plein de trucs et d'apprendre hyper vite pour aller faire des boîtes un peu sérieuses. Et les PME, elles sont déjà lancées, mais elles ont besoin de ça aussi. Hein. Ouais, et puis de toute façon, il n'y a rien qui empêche à une PME d'avoir une culture agile et aussi une culture du test et de lancer des choses, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas, ça t'empêche pas de tester des nouveaux marchés, de tester des nouveaux projets, d'avoir envie de grandir et d'être toujours le premier, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, monter des projets, t'as quand même plein de projets qui échouent. Et je pense que c'est aussi une des dominantes de l'entrepreneuriat.
c'est que tout peut pas fonctionner non plus. Il y a plein d'idées qui sont des fausses bonnes idées et c'est normal que les gens se plantent. Enfin, je veux dire, moi, première boîte, je l'ai plantée. Au début, tu apprends en plus. Et c'est comme ça c'est justement comme ça que tu apprends. C'est aussi en faisant des erreurs, en suivant parfois ton intuition qui est pas la bonne. Et au final, tu te rends compte de ce qui peut fonctionner ou de ce qui fonctionne un peu moins. Et puis, tu avances. Ouais, totalement d'accord. À plus, Anouk. Bye bye. Ouais, non, mais complètement, je te rejoins à 2000%. C'est tout ce qu'on apprend, nous, voilà, en tant qu'entrepreneur, le test and learn. Et nous, on a une poubelle à ego pour toujours nous rappeler. Ouais, c'est top ça. Tu vois, c'est un bon élément de culture, ça. Ouais, c'est un bon élément de culture. Je l'ai gardé pour la fin, mais PA, il voulait pas que je balance la landing. Elle sera bientôt à vendre, la poubelle à ego, mais je vais pas balancer la landing maintenant. Elle est pas prête, apparemment. Mais c'est un bel élément de culture qu'on veut partager parce que c'est vrai tu vois, il y a Franck qui est pas là dans le call, je crois, mais qui est mon deuxième associé. Et du coup, c'est trop drôle parce que il dit toujours, tiens, le marché a toujours raison. Et finalement, dès qu'il y a quelqu'un qui pense avoir raison, ben, tu lui dis, ben, tu vas aller me faire un tour dans la poubelle à ego, tu vas voir si j'y suis. Et culturellement, ça marche bien. Et les PME, après, là-dessus, le test and learn, c'est extrêmement difficile, justement. Moi, j'étais intéressé sur un dernier point sur ta boîte, à toi, parce que c'est quelque chose qu'on a testé. Comme je t'avais dit, on a testé les PME, tout ça, mais on trouve que le go-to-market, il est extrêmement compliqué sur de la PME. C'est très compliqué d'aller voir un entrepreneur qui a une 50aine de salariés ou une 20aine de salariés ou beaucoup plus et de lui dire ouais mec, t'as le droit d'être ambitieux, t'as le droit d'aller plus vite, t'as le droit de digitaliser ta boîte, alors que tu vois, nous on est des jeunes cons, quoi. Comment tu fais ça? Bah, au début, c'est dur et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un truc que je ressens encore assez souvent en fait où tu rencontres des gens, tu te dis mais finalement, mais qui je suis pour donner des conseils à ce type? Et en fait, je pense qu'à un moment, faut être capable de rester dans sa ligne. À un moment, tu développes une expertise, tu vois. Qui je suis pour donner des conseils à ce mec? Bah, en fait, j'ai accompagné une centaine de boîtes, je fais mon taf, je suis passionné par ce que je fais, je pense que je peux trouver des solutions. Et du coup, moi, c'est ces solutions-là que j'apporte. Je dis pas que je suis un génie et que je peux trouver des solutions à tous les problèmes, mais je dis que j'ai vu plein de boîtes, que j'ai peut-être un bon mindset, qu'aujourd'hui, je suis capable de réfléchir à ces problématiques-là. Et en fait, la manière dont on travaille, on l'a aussi adapté à ça. C'est pour ça qu'on commence toujours par faire de l'audit et du design de solutions. Et la première phase, c'est pas de dire ah ben on sait ce qu'on peut faire pour vous, c'est de dire on va se poser ensemble et regarder ce qu'il y a moyen de faire. On va essayer de vous comprendre et on va regarder ce qu'il y a moyen de faire en fait. Et pour nous, ça passe par là. Et les boîtes qui me disent ah non mais moi je sais déjà ce que je veux et tout, on dit bah ouais mais c'est dommage parce que pour nous ça passe par là. Et même vous savez ce que vous voulez, mais nous on sait pas ce que vous voulez. Et donc en fait même cette première phase elle est importante d'apprendre à se connaître, de voir s'il y a moyen de vous aider ou pas, de voir si nous on n'a pas des idées auxquelles vous auriez pas pensé. Et tu vois il y a un peu cette confrontation aussi, mais qui est très positive en fait. Cette confrontation entre les idées et les marchés des uns et des autres, tu vois. Et de se dire bah nous on a cette vision très tech, le produit d'abord. Et les besoins des utilisateurs au cœur du produit, bien sûr, mais de se dire, on arrive avec un changement plutôt par la technologie et qui va venir rencontrer leurs habitudes, leurs marchés, leurs besoins, leurs enjeux. Et tu vois, c'est cette confrontation qui est hyper riche et hyper intéressante et qui va faire naître des beaux projets. Et du coup, une confrontation de l'ambition, elle naît là-dedans aussi. Et c'est une confrontation de culture aussi, ouais. Et je pense que l'ambition, elle peut naître de ça, tu vois. Et là, on a ce que moi j'apprécie beaucoup et ce qui me rend très fier, c'est de voir qu'on a des clients avec qui on commence par une toute petite mission, et puis ça grossit, et à un moment ils te disent bon, alors on dépensait X centaines de milliers d'euros par an dans des budgets informatiques classiques, on pense qu'on va passer en no-code. Et là, tu te dis bim, ok, on a gagné, tu vois. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et là, je sais que ce qu'on fait, ça a beaucoup de valeur. Et quand les clients nous disent, oh, on adore ce que vous faites, on a envie de travailler plus avec vous, ou ah, tiens, c'est sympa, ou tiens, si vous levez des fonds, on est chaud d'investir. Tu vois, c'est cool. Là que je me dis, ok, là, ce qu'on fait apporte vraiment de la valeur. Et là, ça devient vraiment cool, en fait. Et du coup, avec des clients comme ça, je me dis, bah, finalement, tu vois, c'est pas parce que tu as 25 ans ou 30 ans et que tu bosses avec des mecs de 50 ans que tu peux pas leur apprendre des choses. Aussi parce que c'est ton expertise, tu la développes, tu t'es dans tes droits, dans tes bottes. Et tu vois, juste pour terminer, c'est la différence que je fais entre un mec comme Moubèche et un mec comme Grégoire Gambato, tu vois. J'adore Moubèche parce qu'il est dans sa ligne. C'est un expert en growth et en marketing, enfin en sales automation. Il parle de ça, tu vois.
et il va te parler de sa ligne et il va rester là-dedans. C'est un expert, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, je me sens bien là-dedans. Gambato, il a des idées sur tout. J'aime bien Grégoire aussi, hein, il n'y a pas de problème, mais dans sa stratégie de communication, il a toujours une idée sur tout. Peu importe le sujet, il va te barrer un truc et il va te raconter le monde, il va surjouer, survendre, etc. Et franchement, moi, je trouve ça fatigant, tu vois. Alors, c'est pas une boîte. Tu sais qu'il se fatigue lui-même, hein. Ouais, mais je pense, parce que c'est pas possible, tu vois. Et vraiment, je trouve que des fois, ça dessert le propos, en fait, parce que tu vois, nous, il a fait un face-à-face avec Jean de la Roche-Brochard de Kima, là, il y a pas longtemps. Et c'était hilarant parce qu'il disait, mais je me supporte pas moi-même, hein. Je me rends compte le nombre de fois que j'ai été posté des trucs sur les réseaux sociaux, j'avais une opinion de merde. C'est le personnage derrière, tu vois. Mais en fait, bon, sur les réseaux, tu as le personnage, mais après, tu vois, on s'est inscrit à l'antichambre, leur produit de formation pour voir un peu ce que ça donnait. Alors, du coup, tu as certaines formations qui sont dispensées par des experts, d'autres qui sont dispensées par lui. Je regardais une sur la productivité qui était dispensée par lui, et genre, en fait, j'ai pas pu regarder plus de 5 minutes parce que le mec t'explique que pendant ses études, il faisait des combines et des tests pour pas étudier, qui lui prenait plus de temps que d'étudier en sachant exactement quel truc il allait répondre en faisant des statistiques et tout, mais c'est pas vrai, tu vois. Et ça m'énerve un peu parce que je pense qu'à un moment, enfin voilà, moi c'est juste mon avis, mais je pense qu'il faut être vrai, qu'il faut être expert, qu'il faut rester dans son truc. Et à un moment de dire ouais, je suis un expert de tout, je peux tout faire, de toute façon je suis un ouf et j'ai toutes les techniques du monde pour tout réussir. Voilà, je sais pas. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, tu vois. Je suis plus sur l'expertise. T'es très fort dans ton truc. Et quand t'es très fort dans ton truc, peu importe ton âge, tu peux en parler. Et tu vois, j'ai aucun problème à parler avec des mecs de 15 ans qui sont trop chauds sur leur truc, qui sont des développeurs de dingue alors qu'ils ont que 15 ans. Mais en fait, ils sont tellement chauds, ils passent leur temps à faire ça. Donc, tant mieux, tu vois. Je veux dire, si t'as 15 ans, mais que t'as déjà passé 10 000 heures à faire un truc et que t'es un expert, c'est cool. Tu vois. Et puis après, voilà. Et je préfère 1000 fois des mecs comme ça que des mecs qui ont regardé un truc pendant 5 minutes et qui après vont te raconter leur vie en disant que c'est trop cool et qu'ils sont trop forts, quoi. Je suis un tueur sur LinkedIn. Voilà, c'est ça. L'humilité, va te jeter dans la poubelle, Camille. Je vais me foutre dans la poubelle direct. Non, mais en vrai, moi je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, nous dans l'équipe, ça se ressent de plus en plus. On sait qui est bon dans quoi, et puis tu vois, et on est raccord avec ça. Par exemple, PA, il m'a dit publie pas la landing. J'ai pas publié la landing. C'est le directeur du produit. J'ai fait, bon, je me ferme ma gueule. Allez, beau être le CEO. Non, le PA, c'est un tueur sur le produit. Il y a rien à dire. Donc, il a le lead de ouf. Et ça, il faut qu'on respecte les expertises de chacun de ouf. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des questions en fait? Est-ce que vous avez des questions? Allez-y dans le Slack ou vous pouvez même être à l'oral. J'ai encore 5 petites minutes. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'ai un rendez-vous à 18h15. Ah ouais, il est déjà 18h08. Ouais, ça va super vite. Il faudra refaire ça. Carrément. C'était hyper intéressant, hein, déjà sur ça. Des petites questions? Personne? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Nope. Moi, j'ai une question. L'intégration de Notion dans HubSpot ou dans Salesforce, c'est possible? Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelques trucs avec le connecteur, mais à voir. Je suis pas là comme ça. C'est pas natif. Ouais, c'est vraiment pas natif. À voir sur le cas d'usage, mais il y a moyen probablement d'envoyer certaines infos à gauche ou à droite en fonction des déclencheurs. Donc, je pense que c'est possible d'y réfléchir, mais il faut voir les cas d'usage. Ça me semble pas très naturel. L'idée, c'est notamment dans le cadre quand on a des partenaires qui distribuent les produits ou qui apportent des leads, de ne pas avoir à leur donner des licences Salesforce ou des licences HubSpot, et pouvoir leur donner des Notion et dans lequel on va pousser soit ils remontent des leads et puis ça arrive dans Salesforce, soit au contraire on leur pousse des leads de Salesforce et ça pourrait se basculer dans une ça y a peut-être moyen. Ouais, ça y a peut-être moyen par contre. Ça c'est possible. Mais alors je me demande si un truc comme ça, c'est pas plus malin avec un Airtable pour le coup. D'accord. Ouais, parce que là, la connexion, elle va être beaucoup plus simple à faire. Là, pour le coup, il y a moyen de faire du natif. Et puis derrière, avec une surcouche visuelle comme Stacker, par exemple, il y a moyen de leur créer une app directement. Et donc, de connecter les leads d'un côté à l'autre, ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait possible. On a fait des trucs assez similaires, en fait, pour des clients. Donc ça, je connais. Ça, c'est faisable, ouais. Ok, merci. Go, go, go. J'ai une petite question.
pour Jérémy. Salut Daryl. Je suis de Conquistador. Et il est en face de moi en fait. et je voudrais savoir comment s'est passé votre process pour devenir expert en Notion. Et en termes de backup, est-ce que tu n'as pas peur que du jour au lendemain, Notion nous fasse une OVH? Elle était bien, celle-là, elle était bien. Notion, ils sont chez AWS. Donc, en termes d'OVH, il y a 3 lettres aussi, mais c'est quand même pas. Ça aurait pu arriver à tout le monde, on déconne pas quand même. Ouais, je pense que ça aurait pu arriver à tout le monde, un data center qui prend feu. Après, il n'y a pas de question de backup parce que c'est sur plusieurs data centers différents. Les gens qui ont eu des problèmes chez OVH, non, ni chez OVH d'ailleurs, donc il y avait des problèmes dans la journée, mais les gens qui ont eu des vrais problèmes, c'était les rats qui avaient choisi l'abonnement à 1 euro sans faire de backup et qui avaient du coup leur données dans un seul data center, malheureusement celui de Strasbourg. Donc, ce que je peux conseiller, c'est si vous prenez un hébergement, prenez-le dans différents endroits. Enfin, vous avez un produit qui est immatériel, ça vous donne la possibilité de le stocker à différents endroits. C'est quand même fou de le stocker à un seul, en sachant les risques qu'on prend, quoi. Donc, il faut le stocker à différents endroits. Ça me paraît tout à fait naturel. Et je pense que cette responsabilité-là, elle est pas sur l'hébergeur, mais sur le possesseur de la donnée, quoi. Donc, si vous hébergez des données en ligne, c'est vous qui êtes responsable de la sécurité de ces données. En l'occurrence, sur du Notion, c'est chez AWS, en plusieurs copies différentes. Donc là-dessus, moi, franchement, je pense qu'il n'y a pas de risque. Donc voilà, ça c'est mon avis sur ça. Un process pour devenir consultant Notion. Figure-toi qu'on a la chance de bosser avec eFounders, dont les fondateurs Quentin et Thibaut ont investi en tant qu'angel dans Notion. Et donc en fait, j'ai eu la chance de rencontrer assez tôt l'équipe de Notion avant qu'ils aient un process de consultant. Et du coup, j'étais le premier consultant à passer leur examen. Il y a eu énormément de demandes et ils capent, en fait, ils limitent très fort. Il y a des centaines de personnes qui se sont inscrites pour devenir consultant, il n'y en a que 20, en fait. Donc, c'est c'est un process qui est complètement fermé. C'est pas possible de devenir consultant Notion. Donc, je ne sais pas comment ça évoluera par la suite. Pour l'instant, ils sont très attentifs à qui ils font rentrer dans les communautés, les différentes communautés. Et en fait, il y a une communauté de consultants, mais en amont de cette communauté, il y a une communauté d'ambassadeurs qui est un peu plus ouverte. Donc, je pense qu'il y a moyen de devenir ambassadeur. Ça, le processus, il est sur leur site et tu peux suivre. Et donc ça, c'est les gens qui vont beaucoup parler de Notion, qui adorent Notion, qui vont organiser des meet-up. Et après, sur la partie consulting, c'est vraiment encore en train de se structurer. Je pense pas qu'ils rouvriront le process tout de suite. Et aujourd'hui, ils ont même pas besoin de leur truc d'ambassadeur. Je veux dire, on fait quand même une super pub tous ensemble. Et dis-toi que même pour les consultants, nous, on n'a pas de programme de référol. Il n'y a pas de. Donc les gens pour qui, oui, on va faire du conseil Notion. Si je vends Notion demain à, je sais pas, à Orange, par exemple, et que je mets 80 000 utilisateurs, il n'y a pas de frais de référol, il n'y a rien. Ouais, ok. C'est un produit qui est tellement viral, en fait, qu'ils n'ont pas créé de campagne de référol. Parce que la première version est gratuite, donc tu vas retrouver ça plutôt sur d'autres types d'outils, des CRM, par exemple, ou des outils avec des marchés très concurrentiels et des gros tickets d'entrée. Super. Ok. Avec plaisir. Une autre question? Allez, une dernière et après je vais Ah oui, merde, ça va, putain. Ouais, c'est pas grave. Jérémy, on se cale un call bientôt pour discuter tous les deux, s'il te plaît. Ouais, si tu veux, ouais. Vas-y, chaud. Tu demandes à Camille, il a mon calendrier. T'inquiète, c'est bon. C'est fait. Je fais la reprise de volée est en marche. Ça va faire lucarne. Pleine lucarne. Oh, je suis plus rugby quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Je suis plus baseball, mais voilà, home run. Ah bon, tu vois, chacun son truc. Chacun son truc. Eh bien, écoute, merci à toi, Jérémy. On va closer histoire qu'on puisse libérer tout le monde. Et moi, je vais aller courir aussi. Et je vous fais donc gros bisous. Merci à tous d'avoir été présents. Déjà, j'espère que ça vous a plu. On a fait un petit mix, on a essayé de séparer un peu 50-50 Notion et la culture de boîte, mais qui sont en fait très liés, voilà, comme on a pu l'annoncer. Merci à Jérémy pour ton temps. Franchement, le sujet a bien trigger. Je pense qu'on a moyen de faire d'autres trucs, notamment plus orientés PME. Avec plaisir.
parce que là, il y a du lourd à faire en local, mon gars, je galère, tu ne peux même pas savoir. Il faut acculturer à mort. Donc, bref, il y a un truc à faire. Et mais PA prendra le lead dessus. Du coup, je fais PA, je te fais la passe. Voilà. Et puis passe nous voir au Pays Basque à l'occasion. Donc, carrément, avec plaisir. En plus, comme je te disais, on a nos gros clients qui est dans ce coin-là. Donc là, avec les restrictions, c'est pas évident, mais dès qu'on peut bouger, je passe vous voir direct. Bien surfé. Avec plaisir. À très vite. Yeah, baby. Bye bye. Merci, bye. Mon choubat est à Ikusarte, ça veut dire la bise et à très vite. Et en basque, mais et après, bon, en espérant vous croiser par là tous. Salut Habib, je vois qu'il y a 2-3 étudiants entrepreneurs qui m'ont suivi toute la journée et qui me supportent encore. C'est quand même une sacrée prouesse. Salut Bertrand. Ah, bravo Kevin. Ouais, non, c'est bon. Merci Habib. Et vive l'Afrique, mon gars. On va pousser tout ça. On va aller faire des trucs en Afrique un peu lourds. Donc la bise à tout le monde. Moi, je vais quand même aller essayer de me faire un footing ou de reprendre une autre bière au choix. Je regrette ton absence, Bertrand, parce qu'à chaque fois que tu es là, c'est quand même un bel apéro. Voilà. Donc, à plus tout le monde. À plus. À plus. Je vous dis à très vite. Bye bye. Ciao, ciao.